Très bien. Bon, écoutez, encore merci à Monsieur Texier d'avoir accepté cet entretien. Juste vous dire que j'ai eu il y a 2 jours un entretien avec Monsieur Redonné. Je ne sais pas si vous aviez eu Le l'occasion nom, de oui, le le connaître. nom, c'était l'un des premiers recteurs, sinon le premier. Oui, je crois que c'était le premier qui était physiquement ici, parce qu'il y en avait eu un, il y avait Monsieur Tabatoni qui l'avait précédé, mais pendant 6 mois, juste pour mettre en place les premières opérations. Oui. Mhm. Donc, il nous a raconté un peu l'aventure du début et il avait notamment été le premier qui a connu cette histoire que vous connaissez bien aussi du test SIDA qui avait donné lieu à une grève des étudiants et ça avait été un peu Oui. difficile pour lui. Bah, ça, c'était avant que je n'arrive, hein, parce que Oui, oui, ça avait le commencé avec test a lui. continué, mais il n'y avait pas de grève. Ça avait commencé avec lui. Mhm. Donc, je vous ai envoyé quelques questions. Si vous voulez, on va les suivre, hein, et puis, il Oui, y si aura vous voulez, oui, il n'y a pas de d'autres problème. peut-être d'autres questions qui viendront en cours de route. Donc, peut-être d'abord, effectivement, vous présenter en nous disant avant d'être recteur de l'université, ce que vous aviez fait précédemment, en tout cas. Oui, bah, avant d'être recteur de l'Université Saint-Gorge, j'avais une très longue expérience de la coopération universitaire et des relations internationales francophones, notamment, puisque j'étais nommé professeur d'université à 35 ans et que j'ai exercé donc les fonctions de professeur en Algérie, à Oran, au Bénin, et puis au Maroc également, et en France aussi, à l'Université d'Angers. Et ensuite, à partir de 1990, donc j'ai changé de voie en quelque sorte, puisque je suis devenu, enfin, j'ai été nommé attaché scientifique et de coopération universitaire à l'ambassade de France à Alger, puis conseiller culturel, scientifique et de coopération à Sofia, en Bulgarie, et directeur de l'Institut de technologie du Cambodge à Phnom Penh, l'école d'ingénieurs et de techniciens supérieurs, où il y avait un peu plus de 800 étudiants en tout, entre les ingénieurs et les techniciens. Et enfin, pour terminer, j'étais correspondant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès du groupement d'intérêt public, le GIP France Coopération Internationale, qui était installé au sein du ministère des Affaires étrangères, dont il dépendait d'ailleurs pour la majorité. Et ça, c'était juste Donc, avant Sangor, donc, tout ça. ça, c'est avant Senghor. Et puis, donc, j'étais en fonction à France Coopération Internationale lorsque j'ai posé ma candidature pour l'Université Senghor et que j'ai été retenu. D'accord, donc une carrière internationale dans le secteur universitaire, globalement. Secteur universitaire et, COCA. comment, et diplomatie culturelle aussi, hein. Il n'y a pas que l'universitaire, essentiellement. À Alger, c'était la coopération universitaire et scientifique, il n'y avait pas que l'universitaire. Et à Sofia, donc, ça englobait l'ensemble des coopérations et pas uniquement la coopération universitaire. D'accord, donc Il vous y avait êtes arrivé. également de la coopération dans le domaine de la justice, de la préparation de la Bulgarie pour entrer dans l'Union européenne. Donc, il y avait des négociations à l'époque. Donc, si vous voulez, il y avait tout un ensemble de dossiers hors université. D'accord. Donc vous êtes arrivé à Alexandrie en 2005, je crois. Oui, en 2005, oui. D'accord. Vous connaissiez déjà l'Égypte ou l'université ou vous découvriez à ce moment-là l'université? L'université, j'avais eu l'occasion de la connaître lorsque j'étais en poste à Sofia, puisque j'avais reçu un, comment dirais-je, c'était une personne qui travaillait à l'Académie française et qui faisait le recrutement pour l'Université Saint-Gor. Il était venu à Sofia, il y avait quelques candidats bulgares cette année-là, et donc j'ai fait la connaissance de l'université à ce moment-là. Mais je dois dire que je ne connaissais pas énormément de choses sur cette université avant d'y aller. Et alors, quand vous arrivez en 2005 ici, vous arrivez à quel moment? En début d'année universitaire? Vous arrivez Non, au non, milieu? je suis arrivé en septembre. Mais en septembre, c'était au début de l'année universitaire. Mais comme à Saint-Gor, il y a des promotions uniquement tous les 2 ans, Hmm. donc je suis arrivé au milieu d'une promotion, à la fin de la première année de la promotion. D'accord. Et quels ont été vos premiers étonnements qui vous a marqué à votre arrivée en tout cas? Ah ben, j'en ai eu plusieurs. Et ne serait-ce que quand on arrive,
bon, on s'imagine une université et comme disait Senghor, ce haut lieu pour l'homme et espoir des temps nouveaux. Eh bien, c'est comment dire, j'imaginais plutôt une université dans un très beau bâtiment avec au fronton les drapeaux de la francophonie et de l'université, et avec écrit au fronton enfin, Université Senghor, Université internationale de langue française au service du développement africain. Or, je me suis retrouvé dans un immeuble de 23 étages, avec seulement 4 étages occupés et tout le reste un peu laissé en déshérence, et donc un bâtiment, comment dirais-je, avec un seul ascenseur, donc ce qui n'est pas très pratique, surtout quand il reste en panne. Et donc c'était un peu décevant, si on veut, et étonnant pour une université internationale de se retrouver dans cette situation. Bon, ensuite, autre étonnement, sujet d'étonnement, la gestion de l'université. Tout d'abord, comme vous le savez, jusqu'à mon arrivée, l'université délivrait un DEPA, diplôme d'études professionnelles approfondies, qui n'avait aucune, comment dirais-je, qui ne respectait pas de normes internationales. Et ensuite, on avait l'impression d'une université qui fonctionnait sans règles vraiment établies. Par exemple, un jour, j'ai demandé à un chef de département, c'était une chef de département d'ailleurs, qui était là depuis quelques années, et je lui dis, mais il y a des choses bizarres, il y a bien un règlement intérieur dans cette université. Et elle me répond, oui, mais de toute façon, tout le monde s'en fout, personne ne le respecte. Donc, ça commençait bien. Ensuite, quelques mois après mon arrivée, d'ailleurs, il y a eu un commissaire aux comptes envoyé par l'OIF, c'était une expert comptable canadienne. Et quand elle a vu l'état de la situation, elle m'a dit, je vous souhaite bon courage et je pense que les 3 années de votre mandat ne suffiront pas. Bon, alors ça, c'est pour vous dire un peu dans quel état. Donc, le coût de la formation, d'ailleurs, était relativement élevé à cette époque, puisqu'il y avait peu d'étudiants, 90 en tout et pour tout, pas de formation continue, et bien sûr, aucune installation à l'extérieur. Donc, à mon arrivée, évidemment, il y avait, comme on pourrait dire vulgairement, du pain sur la planche, et j'ai dû consacrer l'essentiel de mon temps au début pour remettre en place un peu toute cette université, la remettre sur les rails, et notamment l'organisation administrative, la gestion du personnel. Il n'y avait aucune règle non plus pour le salaire du personnel à l'époque. C'était un peu à la tête du client, je dirais, quand on regardait les salaires. Et donc, voilà un peu les différents sujets d'étonnement que j'ai eu à mon arrivée. Donc, vous mettriez au titre de vos temps forts ou bien des points forts de votre mandat, justement, cette mise aux normes un petit peu de l'université, l'installation des règles, etc. Et c'est vrai que M. Redonné me disait qu'à son époque, quand il est arrivé, il n'y avait même pas de fiche de paye. Donc, les gens recevaient, je ne sais pas comment, leur salaire, mais… Oui, on m'a dit aussi, enfin, on m'a dit, je pense que c'était vrai, le recteur de l'université, pas mon prédécesseur, c'était c'était un Sénégalais dont j'ai oublié le nom. Souleymane Seck. Souleymane Seck, oui. À son époque, il n'y avait même pas de budget. Il recevait des subventions comme ça. Quand il n'y avait plus d'argent, il en demandait. C'est ce que m'a été raconté. Donc, c'était une gestion tout à fait particulière. Donc, les points forts pendant mon mandat. Tout d'abord, j'ai activé plus exactement une commission pour revoir un peu les programmes. Et donc, nous avons transformé le DEPA en master de développement. Et donc, ça, on a eu toute une année, justement, qui correspondait à la seconde année de la promotion de DEPA. Et dès l'année 2005, donc la rentrée septembre 2005, nous avons pu mettre en place un master en développement qui était à ce moment-là décliné en 5 spécialités qui correspondaient à ce qui était enseigné dans le DEPA. Et puis, nous avons continué à travailler et 2 nouvelles formations de master ont été créées par la suite, politique nutritionnelle notamment,
et on est dans comment dirais-je, dans le département patrimoine, oui, patrimoine. Il y a une formation aussi orientée vers les industries culturelles. Donc ça, mais cette formation, elle a été ouverte un peu plus tard, bien avant mon départ. Par ailleurs, nous avons aussi développé l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et notamment, j'ai beaucoup travaillé, puisqu'il n'y avait pas de spécialistes dans le domaine, sur la mise en place d'une formation à distance en formation de formateurs, de directeurs d'établissements scolaires. Je ne l'ai pas fait seul, évidemment. On a fait en association avec l'OIF, l'AUF, la Confémen, notamment, surtout, qui était partie prenante, et la FIDES, une association des directeurs d'établissements scolaires, association francophone. Et donc, ce nouveau master a pu démarrer en janvier 2009. Donc, a démarré l'année de mon départ, mais avant mon départ. Donc, et j'en étais relativement fier, puisque ça m'a donné quand même un gros travail pour mettre en place cette formation. Par ailleurs, parmi les points forts, on a augmenté aussi le pourcentage de femmes par rapport à mon arrivée. On est passé de 20 à 30 et quelques pourcents. C'était peut-être pas suffisant, mais sans doute, mais c'était un début. Et nous avons également développé la formation continue à Alexandrie et en Afrique. Et on est passé en 2005, si j'ai bonne mémoire, il y avait 4 ou 5 semaines de formation continue. Et en 2008, puisque les chiffres de 2009, donc je suis parti en juin 2009, en 2008, on était à une cinquantaine de semaines de formation continue à Alexandrie et en Afrique, ce qui commençait déjà à faire un nombre d'heures d'enseignement conséquent. Donc là, ce sont les points forts, bien sûr. Et quant à la gestion de cette université, donc j'ai, avec l'aide d'ailleurs que j'allais venir un retraité pour m'aider à réécrire le règlement intérieur de l'université. Et donc, nous avons proposé au conseil d'administration un nouveau règlement intérieur, et je ne sais pas s'il est toujours en vigueur actuellement. Donc, mise en place d'un nouveau règlement intérieur et mise en place aussi de règles de gestion comptables et autres qui étaient un peu plus strictes que ce qui existait quand je suis arrivé. Et également mise en place d'une grille de salaire, en quelque sorte, avec une période transitoire. Certains salaires ont été bloqués, d'autres ont été évalués, réévalués directement. Bon. Une mise en place aussi d'un système pour le salaire du personnel. Donc, à partir de là, et donc ça s'est traduit d'ailleurs par une diminution du coût de l'étudiant, puisque avec le même budget et les mêmes sommes qui arrivaient à l'université, on est passé de 90 à 130 étudiants en master, mais quand on compte les heures qui étaient données en formation continue, ce qui correspondait à un doublement des étudiants. Donc, autrement dit, le coût par étudiant était divisé par 2. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Donc, j'estime qu'à la fin de mon mandat de 5 ans, l'université était mise sur des rails, sur des bons rails, avec une bonne base pour pouvoir s'agrandir, s'étendre et prospérer même à l'extérieur d'Alexandrie, à l'extérieur de l'Égypte. Donc voilà un peu comment je vois les choses 12 ans après mon départ. C'est vrai que ce que vous avez reconstruit ici, ça reste la base du fonctionnement actuel. Vous parliez du règlement intérieur, on a fait une mise à jour du règlement intérieur l'année dernière, mais la base était bien là, effectivement. Vous avez évoqué la parité, juste vous dire qu'on est passé à la parité parfaite dans le recrutement, 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% de boursiers femmes, enfin boursiers non boursiers d'ailleurs. Et puis vous parliez tout à l'heure du fronton. On a installé pour le trentenaire justement un fronton tout au long du parking. Au long du parking, on a une grande pancarte maintenant qui cite le nom de l'université Sangor et qui salue le 30e anniversaire de l'université.
Oui, à ce propos, le 30e anniversaire, c'était au mois d'octobre de l'année dernière. On l'a fêté le mois de novembre, à l'anniversaire de l'inauguration, qui était le Mhm. 5 novembre ou le 8 novembre, quelque chose comme ça. On l'a Oui, fêté, disons, formellement ici, mais tout le long de l'année, avant et après, on a organisé un certain nombre de manifestations virtuelles pour la plupart, bien sûr, dans le contexte actuel. Euh, donc, au-delà de ces points forts, vous avez certainement gardé des souvenirs marquants, des bons souvenirs, peut-être aussi quelques moins bons souvenirs. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, nous donner quelques anecdotes, justement? enfin, anecdote, oui, j'en ai, moi, je vous en parlerai. Enfin, les souvenirs, surtout que ça fait 12 ans que j'ai quitté l'Université Saint-Goard. Hein, et le souvenir qui me revient, c'est quand même le caractère original et l'originalité de cette université, qui à l'époque n'avait pas d'équivalent en Afrique, en tout cas, et peut-être même dans le monde. Original aussi bien par le recrutement, parce qu'elle recrutait des étudiants qui avaient déjà une expérience professionnelle, niveau de licence et expérience professionnelle, original par la diversité géographique du recrutement. J'ai gardé en souvenir que en 2009, puisque l'année de mon départ, nous avons reçu, c'était 3500 candidatures, environ, je crois, provenant de 52 pays différents. Ils n'étaient pas tous francophones, d'ailleurs. Il y avait des pays non francophones qui étaient, enfin, des candidatures qui venaient de pays non francophones. Et donc, en règle générale, il y avait quand même une trentaine de pays qui étaient représentés à l'Université Saint-Goard, à peu près. Donc, très grande diversité géographique, et ce qui permet justement un brassage, ce brassage étudiant et le brassage des cultures, puisque des différents pays africains, ils n'ont pas tous, bien sûr, la même culture, et ce brassage des cultures permet de s'enrichir, et comme dirait Senghor, s'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel. Donc, ça, c'est le souvenir peut-être le plus marquant que j'ai. Autrement, moi, j'ai de bons souvenirs, des moins bons. Un moins bon qui est en même temps une anecdote, c'est que, comment dirais-je, une partie du personnel avait pris l'habitude de faire ses prières dans les couloirs. Et donc, alors que l'université est laïque, donc j'avais décidé, bien sûr, après avoir discuté avec le service général et les directeurs de département, j'avais décidé de consacrer une salle, je ne sais plus à quel étage d'ailleurs, une salle pour l'ensemble des gens qui souhaitaient prier, quelle que soit leur religion. C'est bien précisé que ce n'était pas une salle uniquement pour les musulmans, ça pouvait être pour les chrétiens ou pour toute personne qui aurait souhaité aller se recueillir. Et donc, dans cette attente, la directrice du département patrimoine de l'époque avait déplacé les tapis de prière et les avait mis devant son bureau. Et ça nous a valu une note verbale. Enfin, je ne sais pas, vous étiez peut-être déjà là à l'époque. Non, je n'ai pas connu ça, non, je crois pas. Non. Et cela a même été jusqu'à une note verbale du ministère des Affaires étrangères qui a envoyé une note verbale à l'ambassade de France, alors que l'Université Saint-Goard ne dépend pas de l'ambassade de France, elle dépend de l'OIF. Et donc, dans cette note verbale, on nous accusait d'avoir mis les tapis de prière sous le portrait du diable, en gros, parce qu'il y avait une affiche, en fait, cette affiche, c'était une affiche qui avait été donnée par un professeur associé de Caen, qui représentait Attila. Et c'était une affiche qui avait été utilisée pour une exposition sur Attila, justement, à Caen. Et donc, ces braves gens, ils n'avaient pas reconnu Attila, ils avaient reconnu le diable. Et donc, ils se plaignaient qu'on les obligeait, alors que ce n'était pas du tout une obligation de faire la prière là, mais on les obligeait à prier sous le regard du diable, évidemment. Et ça a quand même fait l'objet d'une note verbale. Donc ça, comment dirais-je, un souvenir sur le coup, mais ça fait quand même pas plaisir quand on vous appelle de l'ambassade pour vous dire on a une note verbale, qu'est-ce que vous faites à l'université, c'est pas forcément agréable. Bon, mais autrement, j'ai une autre anecdote aussi qui montre que le brassage des cultures, c'est très bien, mais
il faut quand même quelquefois faire attention quand on parle parce que les mots ne sont pas forcément entendus de la même manière. Donc, ça s'est passé, je vais vous expliquer. C'était la première promotion complète que j'ai eue. Et ils ont continué pendant les 2 ans qu'ils ont été à revendiquer une prime de départ de 1 000 euros. Il voulaient absolument que l'université leur verse 1 000 euros au moment de leur départ. Pourquoi? Parce que mon prédécesseur l'avait fait pour la dernière promotion qu'il avait eue. Évidemment, j'avais soumis cette proposition à l'Assemblée, au conseil d'administration avec un avis défavorable, évidemment. Mais le conseil d'administration, dans l'unanimité, s'est opposé à la mise en place de cette prime. Mais alors, pendant surtout la dernière année, ils n'ont pas arrêté, enfin les étudiants, et notamment le bureau des étudiants, n'a pas arrêté de manifester à chaque occasion. Et puis, c'était vers le mois de mars, le ministère de l'Enseignement supérieur invite l'Université Saint-Goard à participer à la journée de l'étudiant qui se passait dans une ville d'ailleurs du Delta, et à Mansoura, si j'ai bonne mémoire. Et donc, je soumets ça au bureau des étudiants qui me dit oui, oui, d'accord, on va y aller. Et je dis, mais il me faudrait la liste des noms, puisqu'on est invités, ils seront pris en charge là-bas et tout. Donc, il me donne une liste d'une vingtaine, enfin, je sais plus, une vingtaine de noms. Et par derrière, le président de l'association, après m'avoir donné la liste, envoie un mail à tous ces gens, à toute la liste, pour leur dire surtout n'allez pas, parce que tant que le recteur n'aura pas accepté de nous donner les 1 000 euros, n'y allez pas. Bon. Et puis évidemment, il y a un des étudiants qui est venu m'apporter une copie de ce mail. Et alors que j'étais dans les couloirs, je croise le président. Et puis je lui montre le mail et je lui dis, mais c'est vous qui avez écrit ces cochonneries? Je lui dis. Il tourne les talons, il s'en va, il dit rien. Bon, quelques jours passent et on avait une réunion avec le président Elal, comme on avait régulièrement avec les étudiants, etc. Et pendant la réunion, le président des étudiants qui s'adresse au président Elal en lui disant Monsieur le Président, c'est pas normal, il y a le recteur qui m'a insulté. Comment il vous a insulté? Oui, il m'a dit que je faisais des cochonneries et que je suis musulman, je suis atteint dans ma susceptibilité et dans mon honneur de musulman. Alors je lui dis non mais là sur le coup je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais parlé j'ai pas assimilé à un porc ou à quoi que ce soit une cochonnerie. Hein. Quand on regarde le dictionnaire, bien sûr ça veut dire une chose mal faite ou une chose sale, mais ça veut dire aussi une action déloyale. Or là c'était quand même très déloyal. Il me donne une liste et par derrière il incite les gens à ne pas y aller. Alors maintenant, est-ce que c'était de la mauvaise foi et qu'il savait très bien que je ne l'avais pas insulté? Est-ce que c'était de la mauvaise foi? Ou alors, justement, est-ce qu'il y a une incompréhension du mot et que cochonnerie, ça commence par cochon, quoi, évidemment. Donc, enfin, c'était peut-être pas le mot le mieux approprié que j'aurais dû employer, mais enfin, bon, c'est montrer la susceptibilité. Quelquefois, il faut faire attention quand on parle. Mais ça n'avait pas eu de conséquences. Pardon, il y a mon ordinateur ici. Ah, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, vous êtes toujours en ligne, il n'y a pas de problème. Oui, oui, non, mais j'ai un message qui est arrivé sur le côté qui prend la moitié du. Bon, ben, ça va. Donc voilà quelques anecdotes. Autrement, ce que je dois dire quand même, c'est que dans toute ma carrière professionnelle que j'ai faite à l'étranger, c'est un des plus beaux postes que j'ai eu et que même si ça n'a pas été facile tous les jours, loin de là, surtout les 2 premières années, je dirais, ça quand même c'est très gratifiant, je trouve, comme travail. Parce que quand on voit en plus les étudiants, les emplois qu'ils trouvent, c'est quand même très gratifiant. Je suis d'accord avec vous, là, tout à fait. Moi, j'ai le souvenir de la venue d'Abdou Diouf. Là. Il y avait aussi une histoire avec sa chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. C'était à votre époque? À la chambre d'hôtel, non, parce qu'il avait fallu faire un lit spécial pour Abdou Diouf, puisque il mesure 2 mètres, je ne sais plus, 2 mètres 5, 2 mètres 10, pas tout à fait, peut-être 2 mètres 10.
Et donc, ils n'avaient pas de lit assez grand, donc ils ont dû faire un lit un peu allongé. Mais autrement, non, il n'y a pas eu de problème particulier. Très bien, je suis étonné des 3500 parce que c'est à peu près les chiffres qu'on a encore aujourd'hui, mais les chiffres que j'avais vus à l'époque d'Albert Lourdes étaient plus faibles, c'était plutôt dans les 2000 candidatures, on était À monté. 3005, non, vous pouvez vérifier. Hein. En Oui, oui, 2009, c'était dans les c'est 3005. bien possible, non, mais je crois, il n'y a pas de problème avec ça. Je, la question suivante que je vous avais préparée, bon, vous avez déjà fait beaucoup de choses, hein, vous avez remis un peu l'université sur des bons rails, comme vous le disiez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas eu le temps de faire? Oui, il y a bien sûr toujours des choses qu'on n'a pas pu faire. Hein. Bon, à propos justement du bâtiment, avec le président Elal, on a quand même cherché d'autres bâtiments que celui-là, sans succès malheureusement. On avait envisagé, mais malheureusement, on n'a pas eu les fonds. Il y a de construire carrément une université, enfin de construire des murs pour avoir une vraie université. Et c'était dans le quartier où il y a le grand carrefour à l'entrée, enfin l'entrée de comment d'Alexandrie, hein, quand on vient du Caire par la route du désert. Puisqu'il y avait encore il y avait des espaces libres à l'époque, hein, mais ça n'a pas pu se faire. Donc ça, c'est évidemment un regret. Mais autrement, en dehors, bien sûr, des bâtiments, j'avais souhaité, comme vous vous en souvenez certainement, j'aurais souhaité ouvrir une spécialité qui à cheval sur la santé et l'environnement, santé environnementale ou l'autre, mais bon, ça s'est pas fait, et pour des raisons diverses. Et donc, il aurait fallu une plus grande coopération entre les deux départements, sans doute, déjà. Et puis, il aurait fallu avoir le temps de le faire, etc. Bref, il y a plein d'éléments qui l'expliquent. Quant au reste, bien sûr, j'avais été sollicité déjà quand j'étais recteur, à chaque fois que j'allais dans les pays africains, parce que j'ai quand même fait quelques missions. Et je me souviens notamment au Togo, c'était un ancien premier ministre du Togo qui souhaitait qu'on ouvre 2 ou 3 masters de Senghor, des masters de Senghor, hein, pas des nouveaux, hein, des masters de Senghor, délocalisés en quelque sorte au Togo. Et puis, bon, c'était une réflexion que j'avais un peu à ce moment-là, mais bien sûr, avant de me lancer dans cette opération de délocalisation, il faut quand même assurer la qualité de l'enseignement. Donc, ça, c'était mon souci aussi. Et donc, je suis parti. Donc, mon successeur a ouvert un certain nombre de formations à l'extérieur, je le sais, bien sûr. Et donc, ça, c'était une des idées. Mais je ne sais pas, dans les archives, vous trouverez peut-être que lors du 20e anniversaire de l'Université Senghor, j'avais fait un petit exposé qui s'intitulait L'Université Senghor, un exemple à développer en Afrique. Et donc, c'était juste quelques mois après mon départ, parce que c'était en octobre 2009. Moi, je suis parti l'été, octobre ou novembre, enfin, c'était à la fin de l'année. Et donc, dans cet exposé, donc, je voyais donc même carrément une université internationale de la francophonie, qui aurait pu s'appeler Université Senghor, avec son siège à Alexandrie, mais un réseau d'instituts francophones qui aurait pu englober d'ailleurs les instituts qui ont été créés par l'AUF, puisque l'AUF n'est pas une université. C'est un organisme de coopération universitaire, mais ce n'est pas une université. Et donc, englober tout ça dans une grande université, un réseau universitaire francophone, et donc bien sûr en créant des pôles, en s'inspirant de l'université Senghor. Donc voilà l'idée, si vous voulez. Il faut des années pour ça. Et puis, il faut une volonté politique qui ne dépend pas uniquement de l'université Senghor. Il faut une volonté politique et aussi des moyens. En tout cas, cette idée des campus, elle était dans l'air, quoi, déjà à ce moment-là. Hein. Oui, un peu, oui. Est-ce que vous avez donc gardé des liens avec l'université, des enseignants ou des étudiants après votre départ? Eh bien, comment dirais-je, pendant tout le mandat d'Albert Lourdes, qui est un ami aussi,
pendant tout son mandat, j'ai continué à participer au jury de recrutement et de sélection de, de la formation de formateurs, de directeurs d'établissements scolaires. Et donc, je l'ai fait autant que j'ai pu. Et en dehors de ça, au début, après mon départ, j'étais encore pendant quelques temps en contact avec le président de l'AIDUS, l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor. Association que nous avions essayé de relancer. On avait relancé un peu en faisant une réunion à Ouagadougou. Hein. Vous y étiez, je crois, non? Non, non, je pense pas. Non, vous n'étiez pas? Ah ben non, c'était un département avion. Non, c'était. Oui, non, d'accord, c'était pas vous donc, cette année-là. Et donc, on avait rassemblé quelques anciens diplômés qui venaient de différents pays d'Afrique. On avait contribué, bien sûr, à financer leur voyage pour venir à Ouagadougou. Et à partir de là, donc, on avait fait un séminaire de 2 jours. Et à partir de là, d'ailleurs, il y avait une autre réunion qui était programmée en 2010, je crois, et qui devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, au Cameroun. Et donc, j'avais été en contact, même le président, qui était un Togolais, le président de l'époque, même comme il avait de la famille dans le coin à côté de Montpellier, était même venu me voir ici, chez moi, ici, je l'avais reçu. Et puis, ensuite, il a laissé, c'est pas lui, il a laissé cette fonction de président de cette AIDUS, et donc, j'ai pas eu de nouvelles ensuite. Par contre, j'ai toujours quelques nouvelles, notamment grâce à Facebook, des nouvelles d'anciens étudiants, et autrement, je suis toujours en contact avec Christian Mésange, qui a été pendant longtemps directeur du département santé, et qui est toujours en contact, et il donne toujours des cours, je crois, à Senghor, et il est toujours en contact aussi avec un certain nombre d'étudiants, et donc je suis informé un peu de ce qui se passe, mais je regarde ça avec une certaine distance, évidemment. C'est normal. Vous êtes abonné quand même à la page Facebook de l'université, justement? Vous voyez un petit peu ce qui se passe? Oui, je vois, mais je n'y vais pas forcément régulièrement. Non, bien sûr. Juste pour vous dire, par rapport aux AIDUS, là, on a lancé cette année ce qu'on appelait le programme Alumni pour redynamiser un peu le réseau, effectivement. Et ce qu'on imagine, on en a discuté avec l'AIDUS international, parce que maintenant on parle d'AIDUS international et de AIDUS pays. Donc toutes les associations nationales s'appellent AIDUS, AIDUS Sénégal, AIDUS Niger, etc. Et on a imaginé de supprimer AIDUS international. Et de faire de demander à chaque association nationale de prendre la présidence à tour de rôle du réseau des AIDUS nationaux, des AIDUS pays. Oui. On est en train de construire ça et je crois que les alumni sont assez favorables à ça. Oui, parce que ces anciens étudiants sont d'excellents relais dans les pays pour les différentes formations qu'on peut monter, aussi bien des formations continue courte ou des formations plus longues. Hein, Oui, bien sûr. Et on les mobilise maintenant dans des études. Là, on a plusieurs études en cours financées par l'AFD notamment, et on mobilise nos alumni les plus jeunes en tout cas, parce qu'ils sont plus disponibles, pour mener des enquêtes de terrain et des choses de ce genre. Donc, vraiment, on les intègre de plus en plus dans les formations, un peu ici, un peu dans la formation continue aussi, et puis sur des opérations spécifiques. Et puis, il y a les campus maintenant, donc Albert a mis en place et qu'on continue à développer. Et donc, ça donne aussi beaucoup d'occasions d'échanger, de mobiliser les alumni. Très bien, peut-être vous parlez un petit peu justement, vous parliez du déménagement. Donc, sachez aussi on a aussi un projet, nous, de déménagement là qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. On est sur une perspective de construction qui serait prise en charge par le gouvernement égyptien. Cette fois-ci non plus dans le centre-ville ici, mais dans la ville de Borg Al Arab, juste en face de l'université égypto-japonaise. Je ne sais pas si vous, à non, l'époque, je ne la connais pas, non. c'est une très belle université, très moderne, et qui accueille d'ailleurs aussi des étudiants africains, mais plutôt du monde de l'espace anglophone. Oui. Donc on a un projet architectural, on a un cabinet architecte qui a travaillé là-dessus, on a un beau projet, et puis on attend le déclic, la signature, je dirais, du côté des autorités. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, bon, ils ont un peu d'autres choses
à faire sûrement. faire en ce moment. Mais on a eu un fort appui de la secrétaire générale de la francophonie, justement, dans cette perspective, qui a rencontré le président égyptien pour faire avancer ce dossier. Ça, c'est un des gros projets là, que j'espère voir émerger avant la fin de mon mandat. Donc, je vous disais sur les campus. Ben là, oui, à propos du bâtiment, oui, il faut être persévérant. Et ben, le fait que Annie Elal, il connaissait bien sûr bien le problème, et donc avec la continuité, ça permet aussi, ça aide peut-être Oui, à bien sûr. régler Non, le non, problème. c'est sûr qu'il est il est au cœur des relations avec les autorités pour ce projet, hein, c'est évident. Hein. Non, parce qu'il avait été question à un moment d'avoir le bâtiment qui appartient à la justice, qui est juste en Oui, juste à face. côté, là, qui est Oui, bien oui, juste à délabré côté. d'ailleurs maintenant. Hein, il est vraiment délabré maintenant. Oui. Il est quasiment abandonné, je crois. Et enfin, pour Annie Elal, à un moment, il pensait que ça allait se faire, quoi. C'était presque acquis, et puis non, ça a capoté. Oui, voilà, c'est pour ça. De toute façon, moi, j'ai continué à investir ici dans les locaux, à moderniser les locaux, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et si les Et choses oui, ça peut se faire. On a rénové entièrement la bibliothèque. On a une très belle bibliothèque, très moderne, non, très, très colorée, très, très magnifique. On a créé un espace de tiers-lieu aussi qui prend la place du laboratoire d'informatique de gestion. Donc là, oui, c'est devenu un espèce d'espace de coworking, là aussi très, très moderne. On a entretenu, on a beaucoup rénové le bâtiment qui n'avait pas bougé finalement depuis votre époque. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis parti et quand je suis revenu ici en 2017, ça n'avait pas changé. Donc là, on a fait un gros investissement quand même sur le bâtiment actuel. Mais on n'a toujours qu'un seul ascenseur qui tombe toujours de temps en temps en panne, c'est vrai. Je vous et, disais qu'on avait installé le fronton, donc là c'est bien. On a installé aussi une terrasse. Sur la terrasse, la deuxième partie de la terrasse, on a installé tout un espace de détente avec des parasols, avec un gazon artificiel, avec des fauteuils pour se relaxer, pour avoir un petit extérieur, en tout cas en oui. attendant. Voilà, on a agrémenté un petit peu les locaux. Bon, puis on a fait plein de choses. Comme vous le savez, on a réformé les maquettes, on a déplacé le stage en fin de formation. Donc Oui, là, oui, oui. les étudiants viennent de partir Alors en ça, enfin, comment dirais-je, c'est un peu dommage. Je sais que c'était très compliqué d'envoyer les étudiants en stage au Canada ou en France. C'était déjà compliqué quand j'y étais. France. Ça n'a cessé de se compliquer, surtout enfin, pour diverses raisons. Et, et donc, je comprends, mais c'était quand même un plus à l'époque d'avoir un stage à l'étranger parce que la plupart des étudiants africains n'ont jamais quitté leur pays avant de venir en Égypte. Et c'était une occasion de se frotter un peu à l'Europe, quoi, à l'Europe ou au Canada, où il y a des méthodes, enfin, à l'Occident d'une manière générale, quoi. C'est Non, un peu dommage qu'ils ne puissent pas le faire, mais mais en tout cas, cette année, ils n'ont pas pu le faire à cause de la pandémie. Hein. Il y a quand même une étudiante qui a pu aller en France, mais ce n'est pas exclu qu'ils puissent le faire hein, dans les années prochaines. Hein. Là, cette année, c'était impossible. Hein. oui. Le visa, c'est quasiment Oui, impossible. non, mais ça, il y a des conditions et des circonstances qui font que c'est pas possible. Et Non, actuellement en France, n'en parlons pas. Mais je vois, on a une petite fille qui cherche un stage désespérément. Et elle a des refus partout. Même j'ai des amis qui ont des entreprises, mais ils sont tous en télétravail, donc ils ne prennent pas de stagiaires. Et donc, je ne ils sais font pas des comment stages, les écoles vont faire cette année. ils font des stages en télétravail aussi, d'ailleurs. Il y a des Oui, stages oui. en télétravail. Nous aussi, on a quelques étudiants qui font leur stage en télétravail ici. Oui, c'est sûr que c'est pas simple. Hein. Ce qu'on a fait aussi, qui a résolu peut-être des problèmes que vous aviez à l'époque, c'était la différence de statut entre les boursiers et les non-boursiers. Oui, Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a augmenté un peu les droits de scolarité des non-boursiers, mais à partir du moment où ils intègrent l'université, ils sont traités comme les boursiers, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'allocation mensuelle, ils reçoivent un billet d'avion pour aller en stage, ils sont traités exactement de la même manière. Il n'y a plus de différence de traitement une fois qu'ils sont une ici. fois qu'ils ont payé leur droit de scolarité. Voilà, c'est ça. C'est inclus dedans indirectement. Oui, indirectement, on les a inclus dedans, mais du coup, ça a résolu quand même beaucoup de problèmes qu'il y avait, parce que je ne sais pas si c'était le cas à votre époque, mais Albert, je crois, m'avait raconté qu'il y avait deux bureaux d'étudiants. Il y avait le bureau des boursiers et le bureau des non-boursiers. Ah non, mais j'ai pas connu ça, parce que, enfin, comme D'accord. aussi, oui, je l'ai pas signalé, mais c'est l'une des choses parce que quand je suis arrivé, comment dirais-je, le conseil d'administration était contre le fait de faire payer les étudiants. Hmm. Et, et donc, on a introduit tout doucement des droits, donc en recrutant des gens en deuxième année, mais en complément, mais à condition qu'ils payent
leurs frais de vie, entre guillemets, comme ça qu'on appelait. Donc, ça a fini par être accepté, mais puis il y a eu des changements aussi au conseil d'administration, ce n'est pas toujours les mêmes, mais les anciens qui avaient été à l'origine de l'université, ils étaient contre, parce qu'à l'origine, tout était gratuit en quelque sorte, quoi, pour les étudiants, en dehors de leur billet d'avion pour venir et repartir. Et les boursiers avaient quand même un petit montant à payer à votre époque ou pas du tout? Ah non, non, les boursiers ne payaient Il rien n'y a du rien tout. du tout. Non, non, au contraire, ils recevaient de l'argent tous les mois pour leur, Oui, ça pour c'est leur toujours frais le de vie. cas. Ils avaient une allocation. Et le logement était pris en charge par l'université. Et puis, ils avaient une allocation. Je ne me rappelle plus des montants, mais enfin, c'était quand même correct. Oui, c'est toujours à peu près de la même. Enfin, c'est pas la même valeur en livres puisque la livre a été dévaluée, Oui, mais c'est à oui. peu près la même valeur qu'à votre époque par rapport au niveau de vie ici. Mais par contre, les étudiants, mais ça a commencé alors avec Albert peut-être, ils payent maintenant tous un droit des frais d'inscription administrative de 350 €. Et puis les non-boursiers, eux, payent 3 000 € quand même chaque année. Oui. Quoi Enfin, d'autre? ce n'est pas des formations très chères par rapport à ce qui existe. Quand on voit ce qui Non, non, existe, pas du tout. Non, en non. France, une école de commerce, c'est minimum droit de scolarité, c'est 10 000 €, quoi. Oui, minimum, hein. Et même en Afrique, on a vu des formations à ce prix-là aussi, hein, qui ont visiblement un certain succès aussi, mais qui s'adressent probablement à une élite très, très limitée. Vous parliez de l'originalité au début, et c'est vrai qu'on reprend souvent ce principe. Moi, je l'appelle l'expérience, la triple expérience de multiculturalité. La Oui, différence de culture des pays d'origine de nos pays, de nos étudiants, aussi le fait qu'ils soient immergés dans le monde arabe, donc la découverte du monde arabe, et puis la culture des professeurs qui viennent oui, de bien pays sûr. Ouais, aussi il y a différents. Hein. ça aussi, c'est l'originalité, c'est d'avoir des professeurs qui viennent de trois régions complètement différentes, l'Europe, le Canada, Afrique, quoi. C'est sûr que c'est un plus. Et je crois, comme vous le disiez, qu'elle est toujours tout à fait atypique, cette université, et je ne crois pas qu'elle ait encore aujourd'hui d'équivalent dans le monde, hein, même Non, s'il sans y a doute pas, non. pas à ce niveau-là. Non, c'est pour ça, moi, enfin, depuis le temps qu'elle existe, je trouve un peu dommage que la francophonie n'ait pas pris exemple pour le développer, parce que quand on voit les besoins de formation, les demandes, quand je vous parlais tout à l'heure de 3500, non, parce que ça, le chiffre, il n'est pas tombé du ciel, hein, je l'ai relu dans mes notes. Mais alors en plus, 3500 pour les 130 places qu'il y avait cette année-là, en première année de master. Et sauf que quand on regarde dans le détail, il y avait pour le département gestion, là, il y avait un rapport encore, enfin, un nombre de candidats, presque la moitié, plus de 1000 candidats qu'il y avait uniquement pour ce département. Alors, le pourcentage était beaucoup plus important. Et là, il y avait de quoi monter pratiquement dans chaque pays un master en gestion de projet ou gestion d'administration, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, puisque dans les campus aujourd'hui, les seules formations qui tournent encore, ce sont des formations en management de projet, presque Mais oui, exclusivement. oui. Il y a Non, quelques parce que formations d'environnement, mais sinon tout le reste, c'est management de projet. parce qu'évidemment, quand on regarde le nombre de diplômés qu'il y avait, même avec des promotions de 130 tous les 2 ans, si on prend des masters uniquement, sans parler des formations continues, 130 tous les 2 ans, donc ça fait 65 par an, divisé par 20 pays, ou même par 20 simplement, ça fait 3 par pays par an. C'est pas avec ça que vous allez développer grand-chose. Hein. Je suis désolé, mais et donc quand on voit, c'est très symbolique et c'est pour les étudiants qui suivent cette formation, c'est très formateur et en général, ils ont des promotions. Non, c'est Mais clair. à l'échelle du pays, pour le développement du pays, ça reste symbolique. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, aujourd'hui, on a à peu près, on a 160 étudiants en première année, dont 130 boursiers et 30 non boursiers, et puis on monte jusqu'à 200, un peu plus de 200 en deuxième année. Et sur les Oui, campus, ça varie en fonction des années, ça varie entre 350 et 550 étudiants, mais cette fois-ci, c'est chaque année. oui. Donc là, Parce que c'est ça permet des d'avoir une Master qualité. 2. Ce sont des Master 2 Master 2. seulement. Voilà, Oui. Master 2 seulement. Et ça permet effectivement de développer l'effectif, produit, le Il nombre n'y de a pas trop diplômes. de problèmes pour suivre, pour vérifier la qualité et autres.
Alors, c'était, enfin, moi, quand je suis arrivé là, il y avait quand même des problèmes, hein, et puis surtout des formations. Enfin, on a été payé 3 ans en retard, parce qu'il y avait eu des accords avec certains ministères qui n'ont jamais payé la participation de leurs auditeurs, etc. On a remis à plat un peu tout ça. Le suivi budgétaire n'avait pas été fait, donc il a fallu payer aussi ceux qu'on devait payer. Bref, on a arrêté certaines formations qui n'avaient plus de candidats puisqu'il n'y avait plus de soutien institutionnel dans leur pays. On s'est concentré donc sur les formations pour lesquelles il y avait un besoin clair à exprimer. Et on a ouvert des nouvelles formations, un nouveau campus d'ailleurs en Guinée et bientôt en Afrique centrale qu'on va ouvrir. Et on a beaucoup travaillé justement sur la qualité, donc sur les exigences, avec la perspective aussi de les faire reconnaître par le CAMES, parce que ces formations jusqu'à maintenant ne sont pas encore accréditées CAMES. Eh oui, oui. Mhm. Et puis donc l'orientation qu'on prend en ce moment, et c'est les derniers campus qu'on a ouverts, c'est en délégation de gestion, avec un cahier des charges très, très détaillé, très précis. Donc, pour vous donner un exemple, on travaille avec l'École nationale d'administration et des régies financières du Burkina Faso, qui est une belle école nationale qui forment dans le domaine de l'économie, de la fiscalité, ce genre de choses. Ils sont très bien organisés, donc avec eux, ça marche tout seul. Donc c'est eux qui gèrent la formation. Bien sûr, les maquettes sont enfin, sont conçues ensemble, le corps professoral, il est défini ensemble, mais ce sont eux qui gèrent la formation, c'est-à-dire qui organisent les missions des professeurs, qui rémunèrent les professeurs, etc., et qui nous versent donc un pourcentage du droit d'inscription pour assurer, pour que de notre côté, on fasse l'assurance qualité, le suivi, etc. Donc ça nous allège un petit peu parce que juste avant qu'on fasse ça, tout se faisait depuis Alexandrie. Oui. Toute la scolarité était suivie d'ici, toutes les missions partaient d'ici, tous les droits d'inscription étaient prélevés chez nous, etc. Et c'était impossible à suivre tout ça. Il y avait 2 personnes qui travaillaient là-dessus et ça ne suffisait pas. Donc on est en train de déléguer beaucoup plus, de faire beaucoup plus de délégations avec le contrôle qualité derrière. Et on a organisé des missions d'ailleurs de certains membres du conseil d'administration pour faire l'évaluation des campus. Oui, bien sûr, oui. Ah, ça, c'était un souci hein, pour les formations. Oui, ça Sinon, c'est mais sûr. alors, si j'avais su, si j'avais su, et puis avoir les moyens aussi de le faire, justement, on aurait ouvert des formations, mais on ne pouvait pas tout faire en même On peut temps. pas être partout, puis il fallait peut-être avoir l'expérience. Je sais qu'Albert avait déjà eu cette expérience d'ouvrir des formations externalisées en Afrique, donc il avait aussi la manière de procéder. Oui. Mhm. Donc ça, il fallait pouvoir démarrer. Donc ça, c'est bien, il a pu démarrer. Et c'est un peu sur cette expérience qu'on a pu consolider les choses. Non, parce que là, je l'avais bien perçu la demande quand j'y étais, ça c'était évident. Mm. Mais pour le mettre en place après, ça nécessite soit une expérience déjà, ou alors bien y réfléchir et Mm. pour pas faire n'importe quoi. On a beaucoup développé aussi, c'est la formation à distance. Donc, vous parliez du master GSE, gestion des systèmes éducatifs, là, qui marche toujours, hein, qui a toujours, je dirais pas qu'elle a un grand succès, mais ça va, elle tourne avec un nombre d'étudiants suffisant pour être autofinancée. Mais on a développé beaucoup d'autres formations plus courtes, notamment des diplômes universitaires. Dans le champ de la culture, on en a 2. Dans le champ de la santé, on en a une. On en a 2 en cours dans le champ du management aussi. Ah. Mais Et ça, même l'utilisation, parce que dans cette formation de formateurs, il y avait des modules qui auraient pu être vendus, enfin vendus entre guillemets, c'est une manière de parler, sous forme de formation continue, des modules de formation continue. Et on en a parlé plusieurs fois lors des réunions enfin, on peut parler ça de jury ou de comité enfin, comité de suivi de cette formation. Les réunions avaient lieu à Paris en général, à l'AUF. On en a parlé souvent. Omneya disait oui, 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 il faut le faire, mais bon, 2 ans après, je me rappelle avec Jean Clévy, qui est décédé aussi maintenant, et plusieurs fois on dit, mais finalement, c'est plus la peine d'en parler puisque ça n'avance pas. j'avoue que j'en ai pas entendu parler, moi, de ces projets d'information continue construite sur une partie du programme Il y avait GSE. des morceaux, surtout, je ne me rappelle plus des premiers modules, sur le leadership, sur des choses comme ça, quoi. Hum, hum, Qui hum, aurait pu être utile. hum. Mais dans ce domaine-là, on travaille avec l'AFD, l'Agence française de développement, là, qui nous finance déjà actuellement un projet une étude en tout cas, pour aller ouvrir un campus en Afrique centrale et pour développer une formation sur la maîtrise d'ouvrage de projets de développement avec justement cette dimension leadership importante. Et on a un autre projet avec eux, on connaît un gros projet cette fois-ci dans le domaine des industries culturelles et créatives. Oui. Là, sur un programme de 3 ans hein, qu'on va faire aussi avec l'Agence française de développement. Avec l'OIF, on a beaucoup maintenant de formations. On a fait des cours en ligne ouverts et massifs. On a plusieurs projets de formation courte
des certificats d'un mois à peu près, vous voyez, avec, en mode hybride. Non, la formation à distance, elle commence à attirer beaucoup de monde. Elle accueille, enfin, il y a beaucoup de demandes pour ça. Alors, en particulier dans le contexte actuel, hein, où c'est difficile de se déplacer. Et là, il y a un fort potentiel de développement. Et puis, alors, du côté de la formation continue, celle que vous aviez développée, qu'on a continué à faire à peu près sous les mêmes modalités, mais on est en train quand même de réduire, je dirais, le volet de formation continue qu'on prend en charge, qui dure une semaine avec des gens qui viennent et qui repartent, et avec pas beaucoup finalement, d'impact, en tout cas qu'on n'arrive pas à mesurer vraiment. Et on développe en parallèle donc la formation continue autofinancée. On commence à arriver à Oui, faire de la formation continue autofinancée, soit par des droits d'inscription que les gens payent. On en a fait plusieurs comme ça, parce qu'on est sur des sujets mais vraiment où les besoins sont exprimés. Soit, déjà, ça effectivement, non mais j'étais parfaitement conscient que ça ne pouvait pas continuer cette histoire, parce qu'il fallait bien sûr, mais au départ, il fallait la oui, bien sûr. lancer Hein. l'opération, mais il y avait déjà, par exemple, j'avais signé un accord avec le premier ministère tunisien, Mm, et on faisait des formations en Tunisie qui étaient financées par la Tunisie. mm, Donc là déjà, c'était autofinancé ces formations. mm. Mais Voilà, c'était un exemple, c'était un oui. début. Voilà, donc de plus en plus, on a ce modèle-là en fait qui est en train de se développer aussi, donc soit financé par des inscriptions, soit financé par un partenaire institutionnel. Oui, Et les formations qu'on lance en ce moment, il y en a plusieurs que l'OIF justement nous soutient et qui nous permet de déployer ça. Bref, en tout cas, on a continué. Moi, je dirais un petit peu, quand j'avais présenté ma candidature, j'avais raconté un peu l'histoire de l'Université de Sangor en disant qu'il y avait eu Sangor 1.0, c'était la naissance, et 2.0, c'était votre mandat. Vous aviez reconstruit, voilà, reconstruit l'université sur des bonnes bases. 3.0, c'était Albert Lourdes avec l'externalisation. Et puis, donc, moi, j'avais présenté un projet de 4.0 et qui reprend un petit peu votre travail, c'est-à-dire qui consolide, qui remet une couche, si vous voulez, oui, dans oui, votre travail d'institutionnalisation et surtout de professionnalisation des pratiques, parce que vous oui. avez mis les bases en termes de règlements, de règles, etc. Mais dans les pratiques quotidiennes, on restait encore finalement dans les méthodes que vous aviez introduites, hein, assez artisanales encore au niveau des départements. Donc, on a professionnalisé, on a beaucoup automatisé, on a beaucoup aussi numérisé. On travaille beaucoup maintenant sur le cloud. On partage d'ailleurs beaucoup nos informations. On fait des comités de direction tous les dimanches avec tous les responsables de service. Euh, voilà, on a changé un petit peu le mode de management, je dirais, interne pour le rendre un peu plus collaboratif et plus participatif. Ça a lancé un peu une nouvelle dynamique. Et puis, avec la Covid, là, on sent qu'on a fait des choix qui, en tout cas, qui nous ont aidés à affronter la crise. Et Wilzer, qui était ministre de la Coopération, avait donné instruction à son cabinet de suspendre toutes les subventions à l'université Saint-Gor. Et donc, si ça avait été appliqué, l'université n'existait plus. Elle n'existerait pas aujourd'hui. Enfin, il aurait fallu la recréer autrement. Et c'est Wilzer lui-même qui me l'a dit. Hein. Il me l'a dit, et deux fois qu'il me l'a dit, parce que je l'ai rencontré. C'était au moment des vœux du secrétaire général de la francophonie. Et un jour, je l'ai rencontré. Il était en mission en Égypte et on s'est retrouvés à l'aéroport. Et donc, je me suis présenté. Et donc, il me dit, bah, tant mieux si ça marche, parce qu'il dit, moi, j'avais donné ordre de suspendre toutes les subventions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des élections cette année-là en France. Il faudrait que je revoie les dates. Et toujours est-il qu'il y a eu changement de gouvernement. Et Wilzer a été remplacé par Darcos. Et comme c'était une instruction orale qu'il avait donnée à son cabinet, cette instruction n'a jamais été appliquée puisque le directeur de cabinet a été changé aussi avec le ministre. Et donc, ça a continué. Ah, d'accord, là, je ne connaissais pas l'histoire. Hein. Non, il y a des choses, vous voyez, il y aura des choses. Mais ça, c'est. Et ça, Oui, c'est de source sûre que je le tiens, puisque c'est oui, lui-même, le d'accord. ministre lui-même. Tout à l'heure, vous parliez des instituts de l'AUF qui auraient pu faire partie d'un réseau à la tête duquel l'Université Sangor pouvait se trouver. Moi, j'avais entendu, je crois, de Albert qu'à une époque où Albert était là, c'était l'inverse qui a failli se produire, où l'AUF voulait absorber l'Université Sangor. À moins que l'État L'université Senghor est une. Non, mais c'est pas possible. L'université, oui, ils auraient pu, bien sûr, le gérer comme un autre faire un institut. institut de l'AUF. À moins que ça a démarré avec vous déjà, cette rumeur-là, que l'université pourrait devenir un institut de l'AUF. Non, ce n'était pas votre époque. Hein. Ah, moi, j'ai jamais parlé de ça. Que l'AUF, peut-être que certains recteurs de l'AUF
en ont rêvé. Comment il s'appelle Guillou, le recteur Guillou, lui, qu'il en ait rêvé, c'est possible, quand il était recteur de l'AEF au début, mais c'était les débuts encore de l'université, qu'il en ait rêvé, c'est possible. Mais à ce moment-là, il y a eu, puisque Guillou c'est lui qui a créé quand même l'Institut de l'entrepreneuriat à l'île Maurice, l'Institut à Hanoï, c'est l'Institut d'informatique, et puis il y a un institut lié à la santé au Laos. Et donc, je parlais de cela, par exemple, mais c'est l'idée, bien sûr, à la condition d'avoir les moyens, d'en créer d'autres en Afrique et de faire un réseau, de faire un réseau de ces instituts. Et puisque à votre époque, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de transformer l'université en institut de l'AEF. Moi, non, je n'ai jamais entendu. C'est Albert, alors c'est Albert qui a dû me raconter ça. Il y a eu une période où il y a eu cette tentative. Non, mais il y a le recteur de l'AEF est membre du conseil d'administration de Senghor. Non. N'est plus? N'est plus, en tout cas, moi, je n'ai pas connu ça, non. Et je sais qu'il y a eu, peut-être à votre époque, il y a eu, il me semble avoir vu un document où je une ne sais demande pas. que le recteur de Senghor soit réciproquement aussi au conseil d'administration de l'AUF. Oui, ben ça avait créé, je me rappelle, c'est ce que disait Elal, à ce moment-là, nous, il faut qu'on ait un droit aussi automatique d'être au conseil d'administration de l'AUF. Mais ça, Abdou Diouf n'était absolument pas d'accord. Et il trouvait même scandaleux qu'on puisse se proposer cette chose. Je me rappelle, à une réunion, ça existe toujours, ces réunions des opérateurs, une fois par mois à peu près à le conseil de coopération, oui, le conseil de coopération. Oui, ça existe toujours. Non, parce qu'il y a la réunion de tous les pays francophones, enfin il y a le conseil permanent de la francophonie. Le CPF, oui. Voilà, le CPF. Autrement, il y a le conseil de coopération. Voilà, le conseil de coopération où il y a les opérateurs et le secrétaire général. C'est ça, oui. Et donc, parce qu'il y avait eu toute cette histoire je me rappelle, Annie, elle a dit non, s'il n'y a pas de réciprocité, on ne va pas le mettre. J'avais raconté ça en pleine réunion. Hein. Et il n'était pas content, hein, le secrétaire général. Enfin, il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme si on allait. Il a raison quand même. Moi, je trouve qu'il avait raison. En partie, oui. Oui, je pense. En tout cas, moi, j'ai pas connu. Enfin, depuis que je suis là, il n'y a pas de le recteur. Et Abdou Diouf n'était certainement plus là quand ça a été supprimé parce que il n'était pas au conseil d'administration de droit, mais c'était une coutume, quoi. Oui, d'accord. Par contre, oui, justement, l'université Senghor n'était pas au conseil d'administration de l'AEF. Et donc, c'est là-dessus que certainement qu'elle a joué. Mais à mon avis, comment il s'appelle, Abdou Diouf n'était plus secrétaire général de l'OIF quand ça a eu lieu, parce que sinon, il aurait râlé. En tout cas, c'est bien comme ça. Je trouve que chacun dans son secteur, là, et on travaille mieux quand on n'est pas mélangé au niveau des instances. En tout cas, c'est mieux, je pense. Très bien, Monsieur Texier. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir de vous revoir et puis d'entendre encore ces histoires assez nombreuses que vous avez connues. Oui. Je voudrais vous saluer et saluer votre épouse aussi. Oui, merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres choses à nous raconter, à nous faire passer quelques messages. Oui, je n'ai pas pris de notes pendant que j'étais en poste. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder dans les archives et de voir un peu toute cette époque, mais j'ai noté quand même votre discours du 20e anniversaire là, que vous aviez préparé. Là, je vais essayer de retrouver ça. Oui. Ce sera un élément aussi qu'on pourrait mettre dans nos archives. Donc, l'idée un peu de ces entretiens. Sinon, si vous ne le retrouvez pas, hein, je l'ai. Oui, non, je l'ai ramené. Ça sera plus simple, certainement. Alors, si vous l'avez sous la main, de me l'envoyer. Ce sera plus simple. Il faut que ça fait 10 ans, il faut que je le retrouve sur. J'espère que je l'ai toujours sur l'ordinateur. Enfin, je l'ai en papier, en tout cas. Je l'ai en plusieurs exemplaires. Je peux le scanner éventuellement. Je peux vous l'envoyer. Je vais regarder si je l'ai, je vous l'envoie. Avec plaisir, parce que l'idée de ces entretiens, c'est aussi de construire un peu des archives pour l'université, quoi. Donc, de pouvoir que les gens nous racontent aussi le début, les grandes aventures de l'université.
On a retrouvé d'ailleurs des archives à l'OIF, on a retrouvé des archives qui précédaient non seulement le projet qui a été présenté à Dakar, au sommet de Dakar pour la création, mais même avant ça, vraiment les premiers documents préparatoires avec les projections que les gens faisaient d'université avec 1000 étudiants. C'était intéressant de voir ces documents et la vision que les gens avaient à l'époque. Mais en même temps, en rediscutant notamment avec Redonné qui était là au début, on voit que les problématiques de l'époque sont toujours celles d'aujourd'hui. Sur les besoins de renforcement de capacité en Afrique, etc. Enfin, les chantiers Ouais. restent absolument immenses et ouverts. Je dirais que ça s'est même amplifié. Oui, on Vu peut dire l'augmentation de la population en Afrique. même amplifié. Mais heureusement, ça commence à arriver en Afrique aussi des moyens, et notamment les moyens technologiques qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et Oui. notamment la formation à distance, là, qui commence à être, disons, faisable, je dirais. Merci beaucoup, Monsieur Texier. Saluez votre Oui. épouse de ma Ben, part. merci. Oui, je ne manquerai pas. Oui, je sais que Christian a été très malade aussi assez récemment, mais je pense que Oh ça va là, là, bien. il a été. Et c'est un miraculé presque. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'avais vu il y a un peu plus d'un an maintenant, quand il est passé ici pour donner son cours. Et puis, j'ai eu à Paris aussi une fois. Bien. Bon, merci beaucoup. Je Alors, ben, passerai votre bonjour aussi à Aniela. Là, il sait que j'ai un entretien avec vous aujourd'hui. vous lui transmettrez mes amitiés, enfin, comme j'avais mis d'ailleurs Oui, oui, je ne sur manquerai pas. le mail. Oui. Oui, on Et avait puis, bien travaillé ensemble à l'époque. oui, oui, je sais, oui. Et puis, je vous passerai l'enregistrement de cette session aussi. Hein, je vous ferai passer. Oui. Mais là, effectivement, il y a le soleil. Enfin, là, j'ai les fenêtres derrière. Là, j'aurais dû me mettre ailleurs. Enfin, Ça va, je pense. Ça bon, ira. je suis sur à mon bureau normal, position normale, mais à Et moi, je l'arrière. crois que le bureau que j'occupe est le même qu'à votre époque. Là, Oui, j'ai pas ben, bougé. je reconnais l'étagère en foule. Oui, oui, Enfin, moi, tous mes bouquins, tous mes trucs sont sur le côté, mais on ne les voit pas là, puisque je me suis dit, j'ai disposé autrement. Quoi. J'ai mon imprimante juste à côté de moi. Oui, oui. Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout Alors, cas. bonne continuation. Hein, et puis, Merci. si Bonne je, fin. si je peux être utile à quelque chose, en tout cas, je vois que Jeanne est toujours fidèle au poste aussi. Oui, et toujours bien solide et bien utile aussi, bien sûr, pilier de l'université, comme on dit. Oui. Ah oui, oui. Ah, ça, en tout cas, oui, je me suis toujours félicité de l'avoir eue comme collaboratrice. Oui, et moi aussi. Et je l'ai bousculé un peu, hein, parce qu'on a changé quand même les méthodes de management ici et ça l'a un peu déstabilisé au début, mais finalement, je crois que ça va. Et vraiment, elle est très précieuse, bien sûr, à l'université. Bien. Alors, Merci bonne beaucoup. continuation. Hein, Merci à vous aussi. et puis à plus Au tard. plaisir. Au plaisir. Au revoir.